l'économie. Sur quel levier ou trouver les ressources endogènes? Quels sont les outils pour refondre le système éducatif en lambeaux? Pour aborder toutes ces questions, l'Air du temps reçoit ce dimanche 3 août 2025 Daouda Tall, consultant international, président des idées Sénégal, et Ahmed Soumaré, spécialiste en intelligence économique. L'Air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Bienvenue à l'Air du temps et bienvenue à nos invités. Daouda Tall, que je vous présente, il est consultant international, président d'ID Sénégal. Nous attendons d'un moment à l'autre Ahmed Soumaré, aussi spécial de l'intelligence économique. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le premier ministre Ousmane Sonko a présenté un plan de redressement économique de 5 667 milliards de francs CFA, sans recours à la dette, dit-il. Un programme structurant estimé donc à 5 667 milliards sur 3 ans, ancré dans la vision Sénégal 2025. Ce programme repose sur 3 piliers: souveraineté économique, équité sociale et rationalisation de la dépense publique. Le plan mise sur un financement à 90% interne en évitant une pression fiscale, dit-il, sur les investisseurs. Il a réaffirmé vouloir corriger les déséquilibres structurels. Daouda, quelle idée, analyse faites-vous de ce plan qui a été présenté aux Sénégalais? Merci Alassane, bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, il est vrai que ce plan arrive dans un contexte au Sénégal qui est assez difficile, dans la mesure où un contexte de redressement, comme on le dit, et ce contexte de redressement-là est dû à un audit naturellement des finances publiques, des comptes de l'État qui a été fait, évidemment, il y a eu également le lancement de la vision Sénégal 2050, l'agenda de transformation. Mais pour pouvoir réussir à aller vers l'essentiel, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations, c'est ça qui est important. Et pour y arriver, il faut un fondement solide, des bases solides. Ce qu'on appelle les bases économiques, les bases des finances publiques, la gouvernance en soi. On peut parler des finances publiques. Vous savez, le budget de l'État, vous le savez Alassane, c'est simplement, en résumé, 2 colonnes, des recettes et des dépenses. Si les recettes sont inférieures aux dépenses, il y a un impact négatif sur la mise en œuvre des politiques publiques en termes de santé, d'éducation, etc. Et donc, je comprends qu'il faille redresser les finances publiques pour pouvoir amorcer un développement. Je pense que c'est ça le but de ce plan. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est les contradictions. C'est-à-dire, si on veut ramener, comme le Premier ministre l'a laissé entendre, le déficit budgétaire de 8% à 3%. Vous voyez, c'est énorme. En général, ce qu'on constate dans le monde, faire ça en 2 ans, c'est très ambitieux. Puisque ramener le déficit public à 3%, ça demande du temps, ça demande des efforts. Maintenant, ces efforts-là, est-ce que les Sénégalais sont prêts à le supporter? Toute la question, elle est là. Je précise une chose, c'est que la réussite de tout plan dans un pays dépend absolument du degré d'appropriation de ce plan-là, quelle que soit sa nature, de la population, par les populations. Je dirais même l'appropriation, c'est au-delà de l'adhésion. Parce que l'adhésion, peut-être, on peut adhérer et être inactif. Pour moi, l'appropriation, c'est non seulement adhérer, mais œuvrer à la réussite du plan. Parce qu'en réalité, ça va venir d'où? Ça va venir des Sénégalais. Et même le plan quinquennal qui a été présenté, si on dit 12 000 milliards, mais ce n'est pas l'État qui va tout financer. Les chiffres que vous avez rappelés pour le plan de redressement, ce n'est pas l'État qui va agir seul. Ce sont les privés, ce sont les Sénégalais qui vont pouvoir travailler, réduire un certain nombre de choses, accepter certaines concessions pour pouvoir réunir l'argent qui est annoncé. Mais ça, c'est un niveau d'appropriation très élevé
en un temps court. Et donc, je pense que c'est très, très important de comprendre ce paramètre-là. Et le gouvernement doit œuvrer dans ça. Et les populations sénégalaises, je pense, doivent aussi être à l'écoute et participer à l'effort national. Ça, vraiment, je pense que c'est très important. Participer à l'effort national, mais il faut une certaine ingéniosité dans la mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire demander beaucoup à ceux qui en ont trop et ne pas trop faire serrer la ceinture aux plus pauvres. Je pense que cet équilibre-là, il faut le trouver. Oui. Amadou Soumaré, comment trouver cet équilibre aujourd'hui sur la nécessité de redresser le pays, de mettre en place son plan de redressement et trouver de l'argent? Où trouver de l'argent? Merci beaucoup Alassane, bonjour aux éditeurs, bonjour les co-débatteurs. Je pense que ce qu'il faut comprendre dans une analyse, il faut faire un diagnostic par rapport aux faits ou à l'environnement. Et si je pars du fait, un nouveau gouvernement est venu il y a 1 an. Donc lorsqu'ils sont venus, ils ont fait un état des lieux pour voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé et comment maintenant ils peuvent se déployer. Et donc tout en analysant les faits, on a trouvé beaucoup de dettes. Et qu'à partir de là, vous ne pouvez pas dérouler sur une situation, elle est catastrophique. Vous devez colmater les brèches pour pouvoir, avec votre bouée, faire la mer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénégal. On a eu aujourd'hui avec les agents 119% de dettes publiques. L'idée, que je me rappelle depuis 2022, donc on a tapé sur les murs pour leur dire qu'attention, attention, attention. 2022, on était à presque 79% de la dette publique. Du PIB. Et du PIB, de la dette donc par rapport au PIB et au-delà du critère de convergence de l'UEMOA. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas dérouler une politique quand on a déjà des boulets au niveau de ses pieds. Il faut vraiment enlever ce goulot sur les pieds pour avoir une agilité pour courir. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation du pays vaut que il faut maintenant comprendre comment il faut agir de façon pragmatique et efficace. C'est certain que quand une situation telle se présente, beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas d'argent, le pays est difficile. Mais celui qui vous dit que le pays est difficile, demandez-lui combien il a payé d'impôts. Parce que nous sommes dans un pays où personne ne paye. Quand je dis personne, vous avez plus de 90% de ceux qui contribuent, ce sont des entreprises du secteur informel. Le secteur informel, les entreprises en général, les autres secteurs informels, 95%, ils représentent moins de 10% de l'assiette de l'impôt. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir de l'argent, comme vous m'avez demandé, c'était de se dire quelle est la problématique qui se pose, où on trouve l'argent, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de subventions, beaucoup de personnes qui ne payent pas. Quand je dis des personnes physiques ou autres, ce sont des petites entreprises, des PMI, PME. Je prends l'exemple de mars 2004. En mars 2024, la collecte d'impôts mars 2004 est de 500 et poussière, 500 milliards. Donc le dernier trimestre, mars c'est le premier trimestre, donc c'est là où ils sont venus en 2024. Dernier trimestre donc de 2024, de 500 à 6 000 milliards de collecte. Parce que tout ce qui était au niveau des subventions, tout ça, ils l'ont retiré. Vous voyez, de l'année 2023, du 1er janvier au 31 décembre, la collecte du 1er au 31 décembre était dans les 5 000 et poussières. Ça veut dire que moins de ce qu'on a collecté à partir du dernier trimestre seulement de 2024. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui se cantonnent à ne pas payer. Et l'État efface les ardoises. Ce sont des grandes sociétés. Je ne veux pas, par exemple, citer des sociétés. Je vois la SAR, je vois le secteur minier, je vois des secteurs miniers, je vois des sociétés comme les secteurs de l'or, des mines d'or, le secteur du ciment. Oui, mais si l'État, le dernier trimestre, a collecté, vous dites... 2024, plus de 5 000 milliards. Oui. Mais pourquoi il va chercher 5 000 milliards sur 3 ans? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un plan, sur les 6 000 milliards qui sont collectés au dernier trimestre. L'idée aujourd'hui, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on a, comment on peut trouver l'argent. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les entreprises ne payent pas. Dans ce qu'on collecte, par exemple, si c'est 100 francs,
Les 80% ou 90%, ce sont moins de 10 sociétés qui les payent. Maintenant, ce qui a été collecté, Oui. l'argent est où? Mais l'argent est où? Aujourd'hui, le Sénégal doit payer des dettes. S'il ne le paye pas, il sera mal vu à l'extérieur. Quand je vous dis 119% de dettes, si vous ne payez pas vos dettes à l'international, vous êtes blacklisté. Quand l'argent, on ne demande même pas au chèque. Tout ce que vous gagnez, vous le dépensez en paiement de dettes et du principal et des intérêts. Donc, on ne demande plus aujourd'hui où se trouve l'argent parce que tout ce que vous récoltez, ça doit sortir pour payer des dettes. Et c'est ça la situation où on est aujourd'hui. Mais dans le fond, les Sénégalais, ils attendent qu'on règle le problème. C'est vrai que le diagnostic a été fait, on a dit qu'il y a une dette extérieure qui est là, il y a du crédit, l'État a fait ci, cela. Ok, ça a été compris, expliqué aux Sénégalais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Alors, ce qu'on fait pour que ça change, c'est... Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à ressasser aux gens ces problèmes qui sont là. Ils doivent être élus pour faire des résultats. Oui, je crois qu'il y a un plan qui a été présenté, Sénégal 2050. Mais ce plan-là contient ce qu'il faut faire. Il répond quelque part à votre question, Alassane. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est compris par les acteurs économiques? Est-ce que c'est compris par les populations? Est-ce que c'est compris par tous ceux qui doivent contribuer à sa mise en œuvre? Parce que, par exemple, l'argent qui doit financer le développement, puisque le nerf de la guerre aujourd'hui semble être les ressources, puisque ce plan de redressement cherche aussi à optimiser, à aller chercher des ressources, notamment des ressources endogènes. D'ailleurs, 90%. Des ressources endogènes, justement. C'est important. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on dit l'État va financer un plan, que c'est l'État qui va décaisser de sa poche pour financer le plan. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un certain nombre de projets phares qui sont identifiés. C'est des gros projets avec des sous-projets, on va dire. Par exemple, sur le logement. Par exemple, le fait d'avoir un plan logement, etc., tout ça, ce sont les Sénégalais, les investisseurs, ceux qui sont dans le bâtiment, qui vont aller investir pour pouvoir créer ces logements. Si on dit le plan a un gros projet pour développer le tourisme, ce sont les Sénégalais ou d'autres investisseurs qui vont venir créer des agences de voyage, développer l'activité touristique. Donc ça, c'est l'argent des acteurs économiques. Lors de sa présentation, le Premier ministre a précisé qu'il y a certaines entreprises sénégalaises qui ne peuvent pas faire certains travaux, qui sont obligés d'aller à l'extérieur de les chercher. Oui. Il a été en Chine, il y a des contrats qui ont été signés avec des entreprises chinoises pour faire des logements sociaux. Oui, mais si les compétences... Bon, je pense qu'il y a les compétences dans le pays. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire, c'est que même si on va chercher des investisseurs en Chine, il ne faut pas fermer le pays. On ne peut pas fermer le pays. Que ce soit en Chine, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis. La souveraineté n'est pas contradictoire avec l'ouverture. Justement, comment faire travailler les locaux? Pour faire travailler les locaux, justement, il y a la possibilité de faire associer, et ça c'est des réformes à faire notamment, par exemple de dire les investisseurs étrangers qui viennent dans le pays, il faut les accueillir, mais il faut aussi faire la promotion par exemple, des joint ventures, par exemple, ou alors même que des investisseurs sénégalais puissent accéder facilement, s'associer avec des Sénégalais dans un certain nombre de secteurs. Ça peut être des réformes à faire pour que la croissance qui est faite soit une croissance endogène. Et il y a deux manières pour moi de faire une croissance endogène, c'est-à-dire inclusive même, une croissance inclusive qui soit profitable à tout le monde. C'est d'une part, la chaîne de valeur qui crée la croissance, elle soit essentiellement portée par des nationaux. C'est-à-dire la croissance, c'est l'augmentation de la richesse. C'est l'augmentation du PIB d'une année à l'autre. Mais cette production de richesse dans le pays, si elle n'est pas extravertie et qu'elle est faite par les acteurs économiques du pays de manière endogène, avec des ressources endogènes, avec des recettes endogènes, avec du travail, etc. Ça, c'est une manière de rendre la croissance inclusive. De l'autre manière, or aujourd'hui, on n'y est pas. La croissance, elle est extravertie. Si vous voyez la part de la richesse qui est produite, le patronat sénégalais
les entrepreneurs sénégalais occupent une part qui pourrait être largement améliorée. L'autre moyen, c'est, même si cette croissance elle est extravertie, du fait de multinationales, mais les recettes issues de cette croissance, que ça puisse être distribué en politique sociale auprès des populations qui en ont le plus besoin. De cette manière-là, les gens auront l'impression de manger la croissance, d'une part parce que c'est les Sénégalais de manière endogène qui créent la croissance, ou d'autres utilisés pour réduire les inégalités. Donc dans tous les cas, le Sénégalais doit être au cœur des politiques publiques. Et ça me semble important aussi que le gouvernement actuel et le plan, je salue quand même ce discours d'utiliser le mot endogène. Croissance, c'est-à-dire ressources endogènes. Le plan est fait pour les Sénégalais. Donc ça, c'est un discours, je pense, qui est nouveau, qu'il faut encourager. Maintenant, ça ne veut pas dire la fermeture. Ça doit être accompagné par l'ouverture, parce que nous sommes dans un monde qui est ouvert. Et si nous seuls, on ne suffit pas pour mobiliser l'ensemble des ressources dont on a besoin. Donc il faut aussi trouver le juste milieu. Oui, Amath Soumaré, comment relancer l'économie au moment où la dette intérieure n'est pas encore payée? Les entreprises croulent sur les dettes intérieures. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous nous enfoncions dans des illusions ou dans des rêves éveillés. L'ouverture est une exigence. Oui, la dilution dans l'autre est l'opération la plus stérile. Donc le fait de dire qu'il faut savoir est-ce qu'on a les moyens. Donc l'État ne peut agir que sur ce qu'il possède. Ça veut dire que sur tout ce qui est au niveau public. Mais tout ce qui est au niveau qui n'est pas public, l'argent public, les marchés, on peut les donner que le marché public au niveau endogène. Donc les autres peuvent amener les investisseurs, amener leur argent. Mais tout ce qui est commande publique, l'État, il n'y a que sur ça qu'il peut agir de façon directe. De façon indirecte, ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de mettre des dispositifs de telle sorte que quelqu'un qui veut investir, il faut qu'il allie un local. Ça peut être majoritaire ou égalitaire, ou je ne sais pas trop, de voir comment la forme se fait. Mais notre problème aujourd'hui, je pense, qui se pose au niveau du Sénégal, on a un problème de gouvernance. On a beaucoup de kleptocratie. On a énormément de kleptocratie. Et cette gouvernance-là, tant qu'elle n'est pas réglée, c'est comme un tuyau qui fuit. Vous mettez de l'eau, mais vous ne voyez jamais la même quantité qui sort. Donc il y a toute cette kleptocratie, cette malgouvernance qui fait que ça devient vraiment chronique. Et tant qu'on ne ferme pas tout ce qui fuit, on ne pourra jamais voir les résultats de notre travail, de ce que nous voulons faire. On a d'autre part, donc, dans ce diagnostic, de voir comment on peut changer la situation. Ce diagnostic, c'est de voir les points forts, les points faibles. On a un problème de production. Donc, on a un problème de production, ça veut dire que donc on est un pays qui est déficitairement chronique depuis l'indépendance. On a à peu près plus de 1000 milliards qu'on importe uniquement au niveau de l'alimentaire. Parce qu'il n'y a pas d'industrie, de transformation. Non, c'est la fonction productive, c'est ce que je disais. On ne produit pas. Et donc, on ne transforme pas aussi. Oui, c'est la production-transformation, donc l'aspect industriel. Donc ce qui fait que si maintenant donc, on est conscient de ça et qu'on va investir pour produire, on importe du riz, de produire de l'huile. Donc l'huile, on a l'arachide, de produire de l'huile dans la vallée ou vers la vallée de l'Anambé. Une fois qu'on aurait fait tout ça, déjà avec un problème, surtout ce n'est pas donc de profiter, de prendre l'argent et de pouvoir ne pas le mettre là où il faut. Si vous avez par exemple tout ce qui concerne l'aspect de la production qui est réglé, tout ce qui concerne l'aspect, de l'industrie qui est mise en place, tout ce qui concerne tous ces aspects d'investissement au niveau endogène, donc là, vous avez des résultats. Mais autre chose aussi, pour pouvoir donc produire de l'argent, c'est de voir comment au niveau de la diaspora, on peut collecter donc de l'argent. Donc pour que cet argent-là puisse s'investir. Mais pour ça, il faut une organisation puisse se faire au niveau donc de cette diaspora qui est inorganisée. J'en sais quelque chose parce que j'ai vécu plus de 3-4 décennies donc dans la diaspora. Donc elle n'est pas du tout organisée, elle est très isolée. Et d'autre part, donc ces pays où ils sont, donc cette diaspora, ils mettent des taxes sur
tout ce qui est transfert d'argent, parce que tous ces pays sont dans des besoins chroniques aussi. On est dans un monde qu'il faut comprendre que après la Covid, tout le monde était par terre parce qu'il y a eu tout ce qui est donc production d'argent à l'infini, de nos limites de Trump et tout ce qui est truc, c'était la première fois où on a eu un taux de crédit à taux zéro. C'était jamais arrivé dans la vie. Et que toute cette masse d'argent maintenant, c'est le ricochet de ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette épargne-là, donc que les immigrés nous envoient, ça va amoindrir parce qu'il y a des taxes maintenant au niveau des pays donc d'origine. Les États-Unis ont déjà avancé les droits de douane et des taxes qu'ils vont faire sur le transfert d'argent. Oui, c'est-à-dire que les pays même, là où par exemple quelqu'un qui est en France ou aux États-Unis, lorsque vous envoyez de l'argent maintenant, il y a des taxes. Le gouvernement prend des taxes pour essayer de limiter donc l'argent qui sort. Donc il y a des taxes directement avant d'envoyer. C'est pour le pays d'origine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces taxes-là qui arrivent et toutes ces problématiques aujourd'hui, donc des réductions de l'argent, donc il va falloir réfléchir comment on peut agir maintenant pour pouvoir faire mieux s'organiser beaucoup plus. Et la dette intérieure? La dette intérieure, mais la dette surtout intérieure. Dans les BTP. Non, la dette intérieure, le gouvernement est prêt à la payer. Mais ce qu'il faut comprendre, même dans cette dette intérieure, donc elle ne concerne pas tous les secteurs. Quand je prends l'informel, c'est peut-être 0,0000. Il y a le BTP. Hein? Le BTP. Oui, non, j'ai dit quand je prends l'informel. L'informel, quand vous ne pouvez pas être BTP, peut-être il y a de l'informel dans le BTP. Mais la plupart, ce sont des grosses entreprises donc, où que l'État doit de l'argent, qui dépensent des milliards. Et ce sont ces BTP, mais le secteur informel pur, qui fait 90 ou 95% des entreprises, est très peu impacté. Ce sont les grosses entreprises de BTP qui font des milliards et des milliards de travaux parce qu'ils avancent l'argent, que l'État doit de l'argent. Et ces sociétés en général. Donc, je pense que le Premier ministre en a brossé un peu. Mais ils doivent des impôts. S'ils devaient faire des equity, ces impôts qu'ils doivent à l'État, l'État pouvait leur demander donc de payer leurs impôts et puis de faire maintenant la balance. Mais l'État n'est pas là pour ça. L'État est là pour accompagner les entreprises sans pour autant donc s'amoindrir. Mais le problème de base aujourd'hui, c'est qu'on doit comprendre. On ne peut pas faire un développement si les personnes n'ont pas sur la même longueur d'onde. Et on n'est pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui parce qu'il y en a qui comprennent que l'argent donc public, c'est l'État et ils s'en foutent, ils ne payent pas d'impôts. Et c'est ça, que quand dans un pays ou dans une maison, les gens ne contribuent pas, on ne dit pas de contribuer tout votre argent, vous contribuez selon vos moyens, la maison ne marchera pas, ou elle marchera à un moment et ça va s'éclipser. Il faut qu'il y ait une conscience aujourd'hui de ce civisme, que toute personne doit participer, ne serait-ce le minimum possible pour que le pays puisse entrer dans des perspectives meilleures. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Amar Soudan, spécialiste de l'intelligence économique, et Daouda Tal, qui est consultant international et président du think tank ID. Daouda, sur quel levier faut-il appuyer pour relancer les pays ou trouver les ressources endogènes? Très bien. Je me rends compte, Alassane, qu'on revient toujours à l'histoire des ressources endogènes et de l'argent. Oh, oui. Oui, mais... C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, mais pas que. Pas que. Parce que c'est l'erreur qu'on a faite depuis les indépendances, c'est de penser que tout est une question d'argent. L'argent, c'est important, mais même lorsque vous regardez le journal télévisé ou lorsqu'on vous annonce des projets, l'indicateur qui est mis en avant, c'est un projet de 100 milliards, c'est un projet de 80 milliards, c'est un projet de 10 milliards, c'est un projet de ceci. Est-ce que c'est efficace? Non. Toutes les années tous les régimes qui se sont succédés, même si certains ont fait des choses bien, on s'est rendu compte que le pays, le développement qui était escompté, n'a pas été au rendez-vous. Pourtant, énormément d'argent a été investi dans les différents projets. Mais il y a aussi la question de la gouvernance. Très bien, c'est là où je veux en venir. Si je prends le cas, par exemple, de l'aide publique au développement, entre guillemets, ou l'appui budgétaire, la dette, etc., puisque nos budgets sont déficitaires, de manière annuelle. Et donc, vous avez, si le budget est déficitaire, vous avez principalement deux moyens. Soit vous empruntez pour compléter les recettes prévues pour financer l'éducation, etc. Soit vous faites appel à divers canaux, les ONG, etc. etc. Donc, voilà. Maintenant, au-delà des ressources propres, aujourd'hui, combien d'argent ont été
investi depuis les indépendances dans différents projets, coopération internationale, coopération européenne, coopération japonaise, coopération ceci, coopération cela, avec des projets à plus en finir, ça n'a pas marché. Et c'est pas que le Sénégal, c'est partout en Afrique et plus globalement dans les pays, ce qu'on appelle les pays du Sud, ça n'a pas marché. Donc on s'interroge. Il faut qu'on arrête de toujours qualifier la pertinence des projets en fonction du nombre de milliards qui est prévu. Le plus important, c'est la gouvernance. Le constat a été fait que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Mais justement, c'est d'avoir des politiques publiques qui soient bien ficelées, bien pensées et bien mises en œuvre de manière efficace, de manière à ce que l'impact qui est attendu sur les populations, la finalité de toute politique publique, c'est le développement humain. Mais est-ce que l'impact soit au rendez-vous? Est-ce que c'est pas le cas. Ont été faites avec des populations? Mais est-ce qu'on a justement, demandé l'avis des populations en faisant des politiques publiques? Est-ce qu'on ne s'enferme pas dans un bureau, on décide pour les populations sans pourtant savoir réellement ce dont elles ont besoin? Or, c'est eux qui mettent en œuvre, en réalité, aux côtés de l'État. Un État, qu'est-ce qu'il peut faire sans sa population? Absolument pas grand-chose. Un État, s'il veut développer un secteur donné ou l'économie d'un pays, mais c'est les populations qui viennent travailler, investir. Est-ce qu'elles sont associées? Et il faut qu'elles soient associées. Mais c'est ce que je croyais comprendre, moi, dans le discours qui a été prononcé par le Premier ministre, que le Sénégal doit compter sur son peuple. Et je pense que là, il y a un changement de paradigme. S'il est confirmé, c'est une très bonne nouvelle de vouloir associer les Sénégalais pour mettre en œuvre ce plan. Maintenant, il faut que ce soit réel. Or, pour ça, j'enseigne la gestion le management de risque projet avec des professionnels. Ce que je leur dis souvent, c'est pour des politiques publiques, le plus important, la base, c'est l'appropriation dont je parlais tout à l'heure. Cette appropriation, c'est associer l'ensemble des acteurs économiques, les populations, de manière à bâtir ensemble le développement. Or, si ça suppose quoi? Un climat politique apaisé. Là, on ne fait pas hors sujet. Ce n'est pas parce qu'on parle de plan de financement qu'on ne peut pas parler de politique. Parce que si le climat politique n'est pas apaisé, ça ne peut pas fonctionner. La stabilité. La stabilité politique, la stabilité sociale, revoir le débat public, se concentrer à expliquer aux Sénégalais quelles sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre, quel est le référentiel actuellement, qu'est-ce que le plan de redressement, comment les Sénégalais peuvent y contribuer. C'est là l'essentiel. Et ça, on peut le faire que dans un climat apaisé. Et même pour les investisseurs qui vont venir, parce que même si c'est les ressources endogènes qui sont privilégiées, je pense que le Premier ministre n'exclut pas l'investissement direct étranger. On ne peut pas se développer, aucun pays au monde ne se développe sans l'investissement direct étranger. Même la Chine investit aux États-Unis, etc., en France, un peu partout. Donc, pour que ces investisseurs directs étrangers arrivent, ils ont besoin, on parle des agences de notation, Fitch, Moody's, etc. J'ai eu à faire un cas de notation complète, un cas d'école, c'était la RDC, et on se rend compte qu'il faut plusieurs paramètres. C'est-à-dire qu'il faut le paramètre politique, le paramètre social. Est-ce que les institutions sont adaptées pour le développement? Et donc, ce que j'attendais du dialogue national, et j'espère que ça va dans ce sens, le dialogue politique sur le système politique, c'est d'avoir un système politique qui puisse permettre au gouvernement de bien mettre en œuvre son projet. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de dire les élections, ceci, cela. Quel est ce système politique? Quelle est la fluidité qu'il y a entre les différentes institutions de l'État? Comment on articule tout ça? Sur le plan, par exemple, de l'éducation, c'est très important parce que ça, c'est des critères des agences de notation aussi. C'est-à-dire, de l'attractivité d'un pays. Est-ce que les gens sont bien formés pour accueillir le développement? On parlait de l'énergie solaire. L'énergie, c'est le point crucial dans le développement. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne vous développez pas. C'est clair. Surtout pour nos pays. Le facteur de production. Facteur de production. Comment donner de l'emploi à tous ces jeunes-là? Ça passera par l'agriculture, par l'industrie. Et on sait qu'on est en déficit énergétique, malgré les efforts qui sont faits. Aujourd'hui, si vous voulez installer des usines un peu partout dans le Sénégal, quelle est l'énergie qui va la supporter?
pour que les investisseurs viennent, il faut que les investisseurs sachent que les facteurs de production sont disponibles et on est en déficit de ce point de vue-là. Donc, il faut former les gens pour que ceux qui doivent investir sachent qu'ils peuvent trouver sur place la main-d'œuvre qualifiée, l'expertise qu'il faut, etc. D'un point de vue social, il faut que l'ensemble des Sénégalais comprennent aussi que le développement, c'est un engagement populaire. Et ce que je dis souvent, c'est que tant que, Alassane, on verra encore, par exemple, sur la VDN, une ambulance qui passe, portant un malade, et que les gens ne la laissent pas passer, ou que dès qu'il y a un espace pour passer, ça, c'est des éléments culturels, organisationnels, qui sont très importants dans le développement. Parce que celui qui veut venir travailler ici, il va penser, lui, s'il lui arrive quelque chose sur la route, quelque part, dans quelles conditions il va être évacué? Il ne va pas mettre son argent ici. Vous voyez, donc ça, c'est des paramètres sur lesquels il faut jouer. Et arrêter toujours de parler de manière exclusive d'argent lorsqu'on évalue la pertinence d'un projet. Ça se joue à l'impact et sur plusieurs facteurs. Ouais. Ahmad, il parle de questions extrêmement importantes. Ça concerne la citoyenneté même, le comportement des gens, leur façon de faire, de se comporter vis-à-vis du bien public, dans la rue. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent aider à développer un pays. Et on a l'impression que la question qu'il pose, elle est profonde. On pose la question de l'éducation de façon globale, de façon holistique dans ce pays. L'indiscipline un peu partout au Sénégal. Parce que chacun fait ce qu'il veut. On a l'impression qu'on est dans un pays où chacun gère ses propres intérêts à lui au détriment du Sénégal, y compris les élites. Exactement. Je pense qu'on ne peut pas développer un pays sans civisme. J'ai fait près de 50 pays dans le monde. Je n'ai jamais vu un seul pays, je dis un seul, pas deux, un seul pays qui s'est développé ou un pays développé où il n'y a pas de civisme. Ça n'existe pas. Un seul pays. Au Sénégal, c'est l'anarchie. Non, je dis, dans l'anarchie, on ne peut pas se développer. Donc, si on veut développer un pays, la première des choses, c'est qu'ils comprennent l'intérêt national. Qu'ils comprennent qu'il soit le civisme, le patriotisme. Vous allez dans n'importe quel pays, j'ai dit, n'importe quel pays. Le Vietnam, qui est sorti de guerre, il s'en est parti. En Afrique, ici, on dit que l'Asie, c'est loin, le Rwanda. Ils ont fait 10 ans de guerre. Ils sont partis. 10 ans de guerre. Vous allez aux États-Unis, le civisme, le patriotisme est là. Vous allez en Chine, le civisme, le patriotisme. Vous allez en Suède, le civisme, le patriotisme. Vous allez en Allemagne, partout pareil. Partout. Vous ne pouvez pas avoir un pays. Donc ça, c'est la base. Parce que ce ne sont pas... Le développement ne se fait pas sur des agrégats. Le développement se fait sur des personnes. Parce que quelque part, ces pays ont aussi des élites exemplaires. Non, c'est les élites. C'est-à-dire qu'ici, on politise tout. Je ne suis pas dans les histoires politiques. Exemplaire, je parle de l'exemplarité dans la gestion du pays. Non, c'est-à-dire que dans la gestion du pays, aujourd'hui, les gens pensent qu'il n'y a que les politiques qui doivent diriger. Je ne suis pas d'accord. La société, si n'importe quel Sénégalais qui a des idées claires peut donc donner des directives. Mais ici, dans ce pays, on pense il faut être dans un parti politique, il faut être dans le politique pour pouvoir dire ou faire quelque chose. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je dis que les gens, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'il n'y a que l'aspect politique qui fait marcher le pays. Ça, je n'y crois pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons donc faire les choses au niveau donc d'avoir une relance donc sur prioritaire. Moi, j'avais écrit sur 5 axes qui sont tout à l'heure ce que j'ai dit sur la gouvernance, sur la transformation productive, sur l'inclusion sociale, sur le climat des affaires et surtout sur l'économie verte, développer l'économie verte. Donc, l'économie verte, il y a beaucoup de choses à dire et à faire dedans. Sur ces conditions aujourd'hui, donc quand on en parlait sur les leviers que vous avez posés, sur ces leviers, j'en prends 5 leviers. Sur la réforme fiscale qu'il faut faire, sur le secteur informel, l'épargne nationale et les ressources naturelles, l'économie numérique. Ça, ce sont des 5 leviers donc fondamentaux que n'importe quel pays qui veut se développer aujourd'hui en Afrique, j'ai dit n'importe, pas seulement le Sénégal, n'importe quel, parce qu'on est dans l'économie de la connaissance, on est dans l'économie du savoir. Et si vous ne vous anticipez pas sur cette économie, vous êtes perdant. Complètement perdant. On ne peut pas faire des projections et des prospectives sur des idées qui sont dépassées. Le monde est à l'IA aujourd'hui.
Hein? Je dis le monde est à l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Mais non, l'intelligence artificielle, comme je dis, beaucoup. à l'IA. Donc cette IA aujourd'hui, c'est toute la transformation numérique qu'il faut avoir. Et si nous n'avons pas cette prospective, on est dans des supputations ou des trucs politiques, on parle que politique, c'est lassant à la fin parce que au lieu de vous pousser à pouvoir faire quelque chose, on vous regresse en quelque sorte. L'économie numérique est au cœur de cette transformation dont vous parlez de l'éducation. L'éducation ne peut pas se faire sans donc l'économie. Il se fait avec l'économie numérique. Donc l'IA aujourd'hui est au cœur de toute cette transformation au niveau donc de l'éducation éducationnelle. Aujourd'hui, quand on voit la configuration de l'école actuelle, de l'université actuelle, il y a beaucoup de rayons en ce moment sur l'université et l'école. Mais quand vous voyez le nombre d'étudiants qui sortent aujourd'hui de l'université ou des trucs, ils sont dans quel secteur? Est-ce qu'ils sont dans les STEM? Quand moi, donc j'étais étudiant en Europe, quand je regardais les Africains qui sont sur place, sur 100 Africains qui sont sur place, qui font des études, 60% des Africains, donc qui font les sciences, les mathématiques et autres, ils sont d'Afrique du Nord. J'ai dit 60% des étudiants, ils sont d'Afrique du Nord. Et le reste, ce sont des littéraires, des philosophes et autres, ils sont en Afrique subsaharienne. Mais comment vous pouvez imaginer donc des gens qui sont aujourd'hui au cœur de l'IA, donc ne pas se développer, quand on voit l'Afrique du Nord, comment il se détache, c'est tout à fait normal. Il y a pas de... L'un des pays, c'est le Maroc, où on voit des ingénieurs marocains qui sont dans les plus grandes écoles. Mais ce n'est pas un secret. Quand vous allez voir les étudiants en France, par exemple, ou en Europe, vous allez voir des étudiants dans quel secteur ils sont. Quels sont les secteurs? Ils sont dans les secteurs des sciences, technologies et donc mathématiques. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je salue vraiment donc une personne que pendant il y a 7 ou 10 ans, l'ancien recteur, comment il s'appelle, Mary Teunia. J'avais lu un article, ça m'a trouvé aux États-Unis, lorsqu'il était, je pense, recteur de l'université. De Saint-Louis. Il avait donc mis donc un article avec tout ce qui concerne donc la projection que le Sénégal doit faire en termes donc de prospective au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai applaudi des deux mains parce que je me suis dit, enfin quelqu'un qui a compris que nous devons aller vers l'économie de la connaissance. Il parlait de supercalculateurs. Les supercalculateurs aujourd'hui, c'est l'IA. L'IA, c'est les supercalculateurs. Ce gars, il parle de supercalculateurs. Il parlait aujourd'hui de la maîtrise de l'information, la vitesse de l'information. Si au niveau de la Covid, que les Chinois ont construit, en moins de 2 semaines, ils ont sorti, donc ils ont décodé les génomes du truc, c'est parce qu'ils ont des supercalculateurs qui vous permettent d'arriver à des résultats très rapidement. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons faire, une économie qui est axée vraiment donc sur la connaissance. Mais ça demande une refonte de l'éducation nationale au Sénégal. Oui. Aussi bien éducation d'abord dans la famille, d'abord dans les familles, pour que les enfants comprennent qu'il faut aussi se mettre aux sciences et technologies, mais aussi dans les écoles, on instruit les enfants aussi. Il faut revoir tout, le curricula, refondre tout ça. Tout. Oui, et je pense que ça c'est très important. On sait que dans les familles aujourd'hui, c'est difficile. D'abord, les conditions de vie sont difficiles. Parfois, il y a c'est une population qui augmente aussi, qui est une population en Afrique. Partout d'ailleurs, un humain sur 4 sera africain dans 30 ans, par exemple, selon les estimations. Et donc, ça se reflète dans les familles. Plus le temps d'éduquer, le téléphone est là, tout ce que vous voulez. Donc, et puis bon... le bol familial est éliminé. Voilà, ça c'est donc difficile. Maintenant, au-delà de ça, préparer les enfants aussi. C'est important sur un élément, c'est à pouvoir connaître le monde. Moi, je pense que l'éducation sénégalaise doit aussi être revue dans ce sens. C'est-à-dire intéresser les jeunes, les futurs dirigeants du pays à l'international. Parce que nous sommes dans un monde de compétition. Que vous le vouliez, Alassane, ou pas, vous allez compétir pour vous développer. Le Sénégal seul se ferme seul, avec des entrepreneurs sénégalais seuls, dans un marché sénégalais seul, voire même régional, ne se développera pas. Ce qu'il faut viser, c'est aller vers la compétition. Et pour aller vers la compétition internationale, il faut saisir des opportunités à ce niveau-là pour les ramener dans le pays en termes d'emploi, en termes de
production nationale brute, c'est-à-dire aussi ce que les pays développés, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont des multinationales, ils ont des plus petites entreprises, même des start-up qui vont se développer sur les marchés internationaux pour ramener des revenus dans le pays, créer de l'emploi dans le pays, etc. Et aujourd'hui, ça pose la question de l'industrialisation du pays. Ça pose la question de l'industrialiser le pays. Oui, mais ça pose au-delà de ça la compétitivité. Si vous industrialisez, il faut faire mieux. Ou alors, il faut innover. Par exemple, nos produits agricoles, que ce soit pour sourcer la nature sénégalaise, pour faire des médicaments, que ce soit pour des jus de fruits, etc., la transformation alimentaire. Tout ça, il faut de l'industrie, mais il faut pouvoir aller chercher des marchés. Or, nous, on n'est pas formés à l'école, et même jusqu'à l'université, à connaître le monde. On ne connaît pas le monde, véritablement. Vous prenez l'américain, vous prenez le français, vous regardez les médias occidentaux, Alassane. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, dans un pays le plus reculé du monde, il y a un spécialiste qui vient en parler. Oui. Parler de son économie, parler de son développement, de sa vie sociale, des opportunités à saisir, etc. Nous, ici, à la limite, pour parler de l'économie américaine, vous allez chercher un professeur d'anglais à l'université. Ça n'a absolument rien à voir. Enseigner la langue et comprendre l'économie dans notre pays, ça n'a absolument rien à voir. Absolument. On n'a pas des spécialistes vraiment dans ce sens-là. Même si on en a, c'est pas assez. Il faut en former des gens qui connaissent l'Amérique latine, des gens qui connaissent l'Europe, des gens qui connaissent l'Asie, etc. et qui soient capables de se développer plus tard. Aussi, d'un point de vue de notre diplomatie, de ce point de vue-là, elle est à réinventer. Une diplomatie, elle permet de contribuer à l'influence d'un pays. Elle permet de contribuer au rayonnement d'un pays. Parce que ce que le pays va gagner, il va le ramener pour ses enfants. Donc, nous, on a des représentations diplomatiques dans les différents pays. Ce qu'on peut appeler des conseils économiques. Je prends l'exemple de celui qui est à Paris ou à New York. Son rôle, ça devait être, c'est quoi son rôle? C'est d'attirer les investisseurs américains, français, en leur disant, venez investir dans notre pays. Mais son premier rôle ne devait pas être ça. Son premier rôle devait être d'identifier des marchés là-bas, des niches, peu importe la taille de l'entrepreneur sénégalais, pour lui permettre d'accéder à ces opportunités, de bien les étudier et de venir leur montrer et de les aider, de leur donner l'information utile. C'est ça qui est important, parce que le travail que ce conseil économique là-bas, chef de bureau économique, par exemple, est en train de faire là-bas, eux, les ambassades ici, ils ont quelqu'un. L'ambassade de France a quelqu'un qui s'occupe de l'économie. L'ambassade des États-Unis, même chose. Son rôle, c'est d'identifier des marchés aussi pour des entrepreneurs de son pays. Alors, si nous, on fait le même travail que les autres, alors qu'ils sont payés pour les Sénégalais, mais ils font un travail complémentaire à ceux qui sont installés ici, quand est-ce que nos entrepreneurs sénégalais, le patronat sénégalais, va pouvoir disposer de l'information utile pour aller compétir, aller saisir des opportunités. Ça, c'est un gros problème. Et pour parler justement du patronat économique, du patronat sénégalais, pour moi, le patriotisme économique dont on parle, il ne faut pas qu'on se trompe. Le patriotisme économique, ce n'est pas seulement prendre des marchés de l'État et ensuite faire des immeubles, investir dans l'immobilier, dans les parkings de voitures, etc., ou à prendre son argent et aller le cacher à l'international. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils font tous. Mais le patriotisme économique, pour moi, c'est quoi? C'est de pouvoir contribuer au développement. Si l'État vous donne des marchés, si l'État vous donne des moyens, vous devez renvoyer l'ascenseur. Moi, je forme énormément de jeunes. Dans ces jeunes-là, jeunes cadres, très bien formés. Mais quand vous leur posez la question, Alassane, dans quel type d'entreprise, après votre master, vous voulez travailler? Une entreprise sénégalaise ou une multinationale? L'écrasante majorité vous répond une multinationale. Parce que dans leur tête, s'ils vont demander de l'emploi chez les grands champions que vous connaissez sénégalais, ils ne vont pas avoir des postes très élevés, pas des salaires très élevés, la protection sociale à avoir, parce que certains postes ne sont pas accessibles, parfois c'est une gestion familiale, etc. Et puis, donc c'est ça qu'il faut appeler patriotisme économique. Et je pense que si on veut soutenir ce nouveau gouvernement en tant que, pour la souveraineté,
il faut pouvoir renvoyer l'ascenseur, s'organiser de manière à contribuer au développement de cette façon-là. Mais le patriotisme économique, c'est pas de prendre l'argent de l'État et de ne pas renvoyer l'ascenseur par rapport à ce que l'État attend. Oui, la question de fond, c'est l'éducation, tout ça, qui sous-tend tout ça. Parfait, tout à Réformer fait. tout. L'éducation, comme je disais tout à l'heure, donc il faut, comme il disait, l'intelligence des marchés beaucoup plus, une intelligence collective. Ce patriotisme économique dont il parle, donc c'est une question que je traite depuis plus de 30 ans. Je suis le premier spécialiste d'intelligence économique et développement. C'est un problème, donc c'est même pas les entreprises, c'est l'État qui doit développer une politique publique d'intelligence économique. Donc l'éducation aujourd'hui, comme je disais, nous sommes dans une société de la connaissance, dans une économie de la connaissance. L'éducation de base doit être quelque chose qui doit être développé, parce que c'est la base. Quand on parle de développement, c'est du bottom-up, c'est pas du top-down. Est-ce qu'il faut revoir dès le bas âge, de la maternelle jusqu'au tout Non, le parce circuit? que c'est ce que je dis. Toute l'éducation doit être transformée à partir des filières de ce que nous voulons faire demain. Donc, de mettre en beaucoup plus de la vitamine sur les sciences, les technologies, les mathématiques. Et c'est ça qui va faire... Et le contenu de l'éducation doit adapter à nos réalités économiques, non? C'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il y a des contenus au niveau réalité, mais il y a la langue surtout. La langue. Quand vous allez, par exemple, en Turquie, ils sont enseignés en Turquie. Quand vous allez en russe, ils sont enseignés en russe. Quand vous allez aux États-Unis, ils enseignent l'anglais. Donc, il y a une partie d'expliquer aux gens, donc de façon didactique et pédagogique, ce qu'ils doivent faire. Mais sur ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est l'éducation de base qu'on doit penser. Et beaucoup plus sur la formation technique, technologique qu'on doit accentuer sur les outils de changement. Et les universités, il faut les réformer, le curricula, il faut tout réformer. Et donc tout ça nous amène au niveau de l'éducation nationale, qui est la base, qu'il faut transformer tout ce qui est économie de la connaissance. Il faut que nos pays partent. Nous n'avons pas beaucoup de ressources matérielles, mais nous avons beaucoup de ressources immatérielles. Et c'est cette ressource immatérielle qui est le capital immatériel que nous devons développer notre pays. Mais pas de se dire de chercher de l'argent physique. On a des ressources au niveau du sous-sol, on a des ressources au niveau de l'immatériel. Et c'est ça aujourd'hui, cette fusion que nous devons faire pour faire exploser aujourd'hui, je pense, le Sénégal vers le futur. Donc avec tout ce qui est donc formation des formateurs, de former des professeurs, de former des maîtres qui sont dans ces axes-là. Et cette réforme-là doit se faire de façon obligatoire si nous voulons faire les frogs, le saut de la grenouille. Et c'est fondamental aujourd'hui pour notre école. Mais tout cela, il faut le faire dans un pays organisé, où tout est organisé. Mais l'organisation, c'est vous, les médias, qui devez aider que l'organisation se fasse. C'est nous, au niveau des acteurs donc, privés, qui devons agir dans cette organisation. Parce que c'est l'intelligence collective. Chaque personne a sa part qu'il peut apporter. Je ne parle pas des histoires de gouvernement et des politiques. En dépit des politiques, chaque Sénégalais a sa contribution à donner dans ce qu'on veut faire aujourd'hui. Mais si on dit, oh, le gouvernement va faire, nous, on se met en retrait. Non, je pense que ce n'est pas ça. On est dans une intelligence collective. On est dans une interaction. Chaque personne doit se sentir concernée dans ce que fait le pays et vers où on doit amener le pays. Sinon, rien ne va. Je pense qu'à mon avis, c'est ça. Sinon, rien ne va. Il faut que vous, médias, la société civile, les entreprises privées, chacun mette donc la main dans la pâte. Il parle des médias. Encore faudrait-il que le gouvernement comprenne que les médias ont un rôle de service public à faire. Oui, mais Alassane, vous le savez, vous connaissez mon parcours. Si on les assucie, on ne peut pas demander aux médias de faire un travail alors qu'ils sont étranglés. Sur ce point, je peux en parler à l'aise parce que j'ai travaillé comme éditorialiste pendant plusieurs années à Paris sur la chaîne Africa 24. De long en large, les 54 pays africains, on les analysait, tout ce qui est politique publique, économie, politique, tout ce que vous voulez. Donc ça, on a fait le tour. Un média qui fonctionne, c'est un média qui fait un débat public utile. Et le débat public aujourd'hui est quand même pose question. Et donc je pense qu'il doit y avoir une politique dirigée vers ça, parce que c'est les médias qui doivent contribuer à faire la promotion du plan de transformation dont on parle, et du plan de redressement et du pays de manière générale. C'est absolument important. Mais les médias doivent aussi aller vers l'État et jouer leur rôle. Mon expérience d'éditorialiste sur une chaîne internationale montre que véritablement certains pays commencent même à dépasser le Sénégal
en termes de débat public. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Des invectives, des insultes, des choses qui ne servent à absolument rien, qui à la limite abrutissent la politique politicienne. Il faut réorganiser l'espace médiatique. Réorganiser pour que les gens qui peuvent débattre des politiques publiques, de ce que le gouvernement fait, les gens qui peuvent le montrer, en débattre, etc., soient sur les plateaux. Mais le Sénégal regorge d'énormément d'intelligence. Mais ces gens se cachent dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de traumatisme du débat public qui est fait. Et Alassane, vous-même, vous avez un rôle là-dessus. Mais aller vers l'État, et l'État doit aussi aller vers les médias pour pouvoir contribuer à l'appropriation des populations, des politiques publiques qui sont mises en œuvre par les populations. Le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à mes invités. Daouda Tall, consultant international, président de ID Sénégal. Merci aussi à Amath Soumaré, spécialiste en intelligence économique. À la technique, Birane Cissé, micro Alassane Sambodio. Excellent dimanche à tous. Charles Koulibaly est à la vidéo. lépp luy xibaar mën ngeen ko am ci iRadio. rajo Géddi ji topp di jàppale ne fukki waxtu ak benn di 11h05 la de bile jukkib xibaar dañ ko daal di doore ba ci gi ñuy jagleel wàllu ko alam